Bonjour, salut, coucou, bienvenue à tous. Je suis Green Jay, votre fidèle serviteur, et je vais vous présenter le concept de ma nouvelle chronique. Je choisis un film de super-héros, DC, Marvel ou autre, et je le décortique afin de dissocier les adaptations réussies des grosses bouses. Et pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous parler d'un film qui a marqué mon enfance, Spider-Man, réalisé par Sam Raimi et sorti en 2002. Attention cependant, cet épisode peut vous spoiler l'histoire de Spider-Man, quelles que soient les adaptations. C'est parti mon kiki! Ok, donc nous faisons connaissance avec Peter Parker, interprété par Tobey Maguire, lycéen pas franchement populaire qui vit chez son oncle et sa tante, et de son ami Harry Osborn, interprété par James Franco, élève sans problème d'argent, lors d'une visite d'un laboratoire de recherche génétique. Peter Parker se fait mordre par une araignée génétiquement modifiée alors qu'il prend des photos de son amour de toujours, Mary Jane Watson, interprétée par Kirsten Dunst. Marie-Jeanne, c'est un monde brouillé. Peter tombe malade, son ADN se mélange à celle de l'araignée et à son réveil, tout a changé. Peter est devenu plus fort, plus vif, plus rapide, il saute de toit en toit, peut s'accrocher au mur, lancer de la toile et n'a plus besoin de porter de lunettes. Mais pourquoi sa vue a-t-elle changé aussi? Mais enfin, vous imaginez un Peter Parker avec des lunettes, qu'est-ce que ça donnerait? Ah, quelle horreur! Voulant impressionner MJ en achetant une voiture, Peter participe à un combat de catch pour gagner la somme de 3000 $ sous le nom de l'araignée humaine. Mon nom c'est l'araignée humaine. On s'en fout, c'est à toi. Peter défonce le catcheur et empoche les... Seulement 100 $? Dans l'annonce, c'était 3000. les 100 $. S'ensuit une scène où le comptable se fait braquer et Peter Parker, encore énervé d'avoir été grigé de 2900 $, décide de ne pas intervenir. Et il faut quand même pas avoir beaucoup d'imagination pour faire un braquage à une rencontre de catch. En sortant, Peter trouve son oncle abattu par balle, verse quelques grosses larmes et enfile son masque pour aller se venger. Allez, cuit, oncle Ben. Après une rapide course-poursuite, il retrouve l'assassin de son oncle et se rend compte qu'il s'agit du braqueur de tout à l'heure. Merci. Je vais buter ton oncle, il allait dire. Seulement les portes de l'ascenseur se sont fermées à merci. Peter doit donc vivre avec la mort de son oncle sur la conscience, et décide d'utiliser ses pouvoirs à bon escient. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est la naissance de Spider-Man. Un type avec 8 mains. Excitant. Il a ce collant génial et ça lui serre les... Dans son costume d'araignée, il est super vilain. Et on a tous envie de lui faire un super câlin. Le voilà, wouh, notre ami Spider-Man. En parallèle, on suit l'histoire du père d'Harry Osborn, Norman, PDG d'Oscorp et interprété par Willem Dafoe. Qui développe pour l'armée une aile volante et un composé chimique capable de transformer un être humain en super soldat. Seulement, les militaires n'ont pas l'air satisfaits des résultats et mettent la pression sur Osborn et son équipe de chercheurs. Norman s'injecte donc lui-même le produit, seulement l'expérience dérape, il tue un de ses employés, rentre chez lui et oublie tout. Après cet événement tragique et faute de résultats, l'armée arrête son partenariat avec Oscorp et Norman Osborn se fait virer de sa propre compagnie parce que... Nos dépenses diminuent, nos revenus s'envolent, et nos titres ne se sont jamais mieux portés. Merveilleuse nouvelle, Norman, merveilleuse. C'est même pour cela que nous vendons cette compagnie. Quoi? Vous êtes viré, Norman. Norman, il a vraiment dépassé l'Osborn. À partir de ce moment, on assiste au pétage de plomb de Norman Osborn devenu le bouffon vert, plongeant dans la schizophrénie et dans un costume de méchant Power Rangers, et qui décide de défoncer tout ce qui bouge à coups de grenades du futur et de missiles bougies d'anniversaire. Évidemment, le saccage de Manhattan, ça ne plaît pas tellement à Spider-Man, et l'homme araignée s'opposera au bouffon vert plusieurs fois lors d'affrontements dantesques. Des affrontements dantesques? Je croyais que ça se passait dans Manhattan. Putain, je suis un peu fort là, non? Non, c'est bon. Hé, c'est encore moi. Tiens. Alors, cette audition. Comment t'as deviné? Le téléphone rouge, en fait, c'est ta mère qui l'a dit à ma tante qui me l'a dit. Malgré sa vie de justicier bien remplie, Peter trouve quand même le temps d'avoir des hobbies, comme de savoir qui de Peter Parker ou de Spider-Man va pécho Mary Jane en premier. Tiens, regarde, mais elle sort d'une audition, elle porte pas de... De serre-tête? Non, de soupe. De soupule? Non, mais laisse tomber.
T'es une traînée, tu seras toujours une traînée, comme elle. Faut que j'aille au cours. Bref, Spider-Man sauve la demoiselle en détresse, MJ lui roule la galoche du siècle et c'est donc Spider-Man qui l'emporte sur Peter Parker. Et en même temps, ça se comprend, parce qu'elle avait le choix entre ça J'ai pleuré comme un bébé en voyant jouer Cendrillon. C'était au cours préparatoire. et ça. Le grand final du film est lancé lorsque, suite à un affrontement, Norman Osborn comprend que Spider-Man et Peter Parker ne sont qu'une seule et même personne, et décide donc de s'attaquer aux proches à qui Peter tient le plus. Il commence par sa tante May Parker, mais très vite se concentre sur Mary Jane Watson. Sauf que Spider-Man ce n'est pas un rigolo, il sauve sa petite amie à la carrière d'actrice tendancieuse et affronte une dernière fois le bouffon dans une grande scène de bagarre. Peter découvre que le bouffon vert est en fait Norman Osborn et ce dernier meurt en essayant dans une ultime tentative de tuer Peter Parker. Le film se termine avec Spider-Man rapportant le cadavre encore chaud de Norman Osborn, puis avec l'enterrement de celui-ci, où Harry Osborn jure de venger la mort de son père, où Mary Jane Watson avoue ses sentiments à Peter Parker et où on sent bien qu'un deuxième film s'annonce. Spider-Man est un bon film, même si on pourra éventuellement lui reprocher son scénario trop prévisible. Le garçon timide qui hérite de super pouvoirs, qui après la mort d'un proche décide de faire le bien, du méchant qui après avoir tout perdu plonge dans la folie, ou même de la fille qui tombe amoureuse du super-héros et qui trouve toujours le moyen d'être en danger, c'est en rien novateur. Pour autant, le film ne tombe pas dans le ramassis de clichés. Cela s'explique par les dialogues qui sont très bien écrits et par la justesse des acteurs, créant ainsi une empathie quasi immédiate avec tous les personnages du film. On s'attache immédiatement au timide Peter Parker ou à la rêveuse Mary Jane Watson. Le film a parfaitement conscience que l'histoire qu'il raconte est attendue, et décide de ne pas en faire des caisses pour compenser cela. Tenez, prenons par exemple la mort de l'oncle de Peter sous les yeux de ce dernier. C'est une scène qu'on a vue 1 milliard de fois, le mentor qui en mourant donne ses dernières paroles pleines de sens à son protégé. Et pourtant, ici... Pete. C'est simple, ça sonne juste et ça fait toute la différence. Un autre point fort du film est sa proximité avec le comic book. Notamment le fait que Peter Parker fasse du catch, que la mort de son oncle soit en partie de sa faute, ou que Norman Osborn meure empalé par son propre planeur. La psychologie des personnages est aussi respectée, avec par exemple le bouffon vert qui ne veut pas juste tuer Spider-Man, il veut également le faire souffrir en s'attaquant à ses proches. D'ailleurs, la scène finale avec le bouffon vert lâchant Mary Jane Watson dans le vide fait référence à un passage très important dans la chronologie de Spider-Man. Il faut savoir que dans le comic book, avant son histoire avec Mary Jane, Peter Parker est fiancé avec Gwen Stacy, et c'est cette dernière que le bouffon vert jette dans le vide. À la différence du film où Spider-Man plonge pour sauver Mary Jane, il lance sa toile pour rattraper Gwen Stacy dans sa chute. Il la remonte et il la trouve morte. Il n'a jamais été établi si elle était déjà morte avant la chute, tuée par le bouffon, ou si c'est Spider-Man qui lui brise la nuque en la rattrapant. Cet événement est profondément marquant pour Peter Parker et continuera à le hanter par la suite. Il est intéressant de noter que dans l'univers Marvel, l'immense majorité des morts ne sont pas éternels, les scénaristes trouvant toujours un moyen pour ressusciter les personnages décédés. Par exemple, la mort du bouffon vert évoquée précédemment n'est pas permanente, et Norman Osborn restera un ennemi important du tisseur. Cependant, et c'est là que ça en devient intéressant, les morts de Ben Parker et de Gwen Stacy sont définitives, rendant l'histoire de Spider-Man particulièrement sombre et véritablement à part dans l'univers des comics. C'est comme si on avait tué Lois Lane pour Superman. Ou Alfred pour Batman. Peter Parker reste hanté par son passé, s'inquiète toujours énormément pour ses proches. Et ça, le film l'a compris, et c'est sûrement sa plus grande qualité, nous présentant un Peter Parker proche des comic books, prêt à tout pour sa tante et pour Mary Jane. Spider-Man s'inscrit dans la lignée des adaptations cinématographiques de comics réussies, et je ne peux que vous le conseiller et vous inciter à le faire découvrir à votre petit frère ou petit cousin, parce qu'il fait honneur aux comics. Surtout quand on compare à ce qui a pu être fait quelques années plus tard. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine, salut, au revoir, à bientôt. Ah, de soutif. Elle porte pas de soutif.
Ah ça y est, j'ai compris. C'est bien.